Bonjour et merci de nous rejoindre en direct sur la page Facebook d'Allociné pour décortiquer ensemble encore une fois l'actu geek et héroïque avec ce nouvel épisode de Fanzone. Un épisode de Fanzone dans lequel on parlera donc déjà nous recevons une invitée assez spéciale qui n'a pas très foi visiblement et qui ira avec nous sur les plages de Dunkerque puisqu'on va parler ensemble du nouveau film de Christopher Nolan. Et quand je dis ensemble, je parle bien sûr avec vous. N'hésitez pas à réagir, commenter et poser vos questions. Et donc avec nous en plateau, donc nous avons Clément. Bonjour Clément. Salut. Johan, bonjour. Bonjour. Et Vincent, bonjour. Donc ensemble, on parlera également de George Romero à qui nous rendrons hommage. Nous allons évoquer le nouveau Doctor Who puisque ça y est, le nom a été annoncé ce week-end. Mais comme promis, donc on commence avec Dunkerque, le nouveau film de Christopher Nolan. Si vous vous rappelez bien, donc en 2014, on l'avait quitté dans les étoiles et dans le futur avec Interstellar. Là, il revient sur la terre ferme et dans le passé avec Dunkerque, qui est son premier film de guerre tout simplement. Et ce qu'on peut dire en fait, c'est qu'il revient donc sur un épisode assez méconnu en France de la Seconde Guerre mondiale, qui est un épisode quand même qui est très important en Angleterre et qui est donc ce qu'on appelle l'opération Dynamo. Est-ce que pour commencer, l'un de vous veut prendre la parole pour raconter l'opération Dynamo, c'est vrai que c'est un épisode de la Seconde Guerre mondiale qu'on évoque peu dans nos livres d'histoire. On parle plutôt souvent du débarquement et puis d'autres batailles. Mais en fait, c'est une opération qui a eu lieu donc sur quelques jours, je crois 9 ou 11 jours, de la fin du mois de mai 1940 à début juin 1940. Et en fait, dans la ville de Dunkerque, les forces franco-britanniques sont encerclées par les Allemands. Et il y avait cet impératif de faire évacuer le maximum de soldats britanniques pour retourner sur l'île-mère et pour préparer quelque part la deuxième vague de l'attaque allemande et essayer de résister. Et donc du coup, alors qu'ils étaient pilonnés par l'aviation allemande et que la plupart des bateaux coulaient, et que en fait il y avait plein de soldats bloqués sur la plage, en fait la Navy britannique a réquisitionné tout ce qui flottait, en gros que ce soit des radeaux, des barques, des petits bateaux, des cuirassés, et en fait ils ont envoyé plein de gens traverser la Manche pour ramener le maximum de soldats, et ça s'est soldé par le sauvetage de 340 000 soldats si je me trompe pas. Et voilà, c'est une opération méconnue et qui est pourtant majeure dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, et ce qui est assez étonnant en fait, c'est quand on lit ce qu'on peut et quand on voit le film, c'est qu'il y a une grosse ambiguïté en fait autour de cette opération. Est-ce que c'est une victoire puisque voilà ils ont sauvé, comme tu disais, plus de 300 000 soldats, ou est-ce que c'est une défaite puisqu'ils ont dû fuir la France? C'est un peu ce qu'on retrouve dans le film, et justement ce qui est important dans le film, c'est que c'est pas vraiment un film de guerre comme on pourrait s'y attendre. Bah non, pas du tout. En fait, c'est même en fait c'est un huis clos, on va dire, qui se passe dehors, mais en fait qui est très asphyxiant. C'est pas des grandes batailles, c'est pas les Anglais contre les nazis, puisqu'en fait on ne voit aucun soldat allemand. Peut-être on en voit de temps en temps un peu flou, mais en tout cas on ne voit aucun visage allemand, comme c'était le cas notamment dans le soldat Ryan, la scène du débarquement, où on ne voyait que le point de vue américain. Là c'est la même chose, et évidemment c'est épique, mais de manière assez, on va dire, confidentielle, et c'est vraiment un film intimiste en fait. C'est le mot qu'on s'est dit vraiment en parlant. C'est vraiment un film intimiste de guerre, donc c'est plus du Nolan que du film de guerre tel qu'on a l'habitude d'en voir en fait. Est-ce que Vincent, tu confirmes ce mot intimiste? Oui, c'est exactement le terme on va dire qui convient, parce que justement aussi le fait qu'il y ait quasiment pas de dialogue dans presque tout le film, c'est très ça se joue beaucoup sur les regards, notamment dans les scènes d'aviation entre le personnage de Tom Hardy et son équipier qui essaye de combattre l'aviation allemande qui vient bombarder les bateaux. Et je pense que c'est un des premiers points qui est un peu choc, c'est le fait de se dire on n'est pas dans un film de guerre. Je te passe mon micro, Vincent, car ça marche plus. Ah, ça marche pas. Donc je disais, oui, c'est ça. On peut penser que ça manque de lisibilité, mais en fait pas du tout, parce que on est vraiment embarqué avec au milieu de cette espèce de tension avec tous ces soldats, sans quasiment aucun dialogue, et du coup ça renforce cet impact de survie. Donc je sais pas si vous l'avez vu comme ça, le côté vraiment survie. C'est exactement ce qu'on a dans l'un des commentaires. Donc voilà, on nous précise quand même que beaucoup de gens ne l'ont pas vu, ce qui est vrai. De toute façon, on va éviter de spoiler, en sachant que des gens ont pu le voir à Dunkerque. D'ailleurs, Clément a couvert l'avant-première. Des gens ont pu le voir également au Grand Rex lundi soir. On y était avec Vincent. Donc voilà, on va éviter de spoiler, mais justement, il y a quelqu'un qui confirme ce que tu dis, que c'est plus un film sur la survie qu'un film sur la guerre. Et c'est en ça aussi, c'est un film de Christopher Nolan. Finalement, c'est qu'il se sert toujours des genres pour aborder un autre sujet. On avait la famille avec Interstellar. Il parlait un petit peu du deuil aussi avec Inception. Là, c'est la survie
en fait, c'est la guerre, c'est plus le théâtre, le décor que le sujet du film. Je sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Ouais, et en fait, ce qui est passionnant avec Nolan, c'est qu'on l'a déjà fait dans le passé, on le compare souvent à Kubrick, et Kubrick aussi a fait un film de guerre qui s'appelait Les Sentiers de la Gloire, et si vous l'avez vu, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est pas un film, c'est un film qui prend un épisode isolé de la Première Guerre mondiale, qui est en fait les soldats qui ont fait demi-tour lors d'une bataille et qui du coup ont été fusillés pour l'exemple par l'armée française. Donc c'est un élément, si vous lisez un livre d'histoire, ça va faire une ligne, mais lui il en a fait un film et au final il parlait pas tant de la guerre que de l'humain, de l'homme et aussi de qu'est-ce que c'est de combattre, qu'est-ce que c'est la bravoure, et c'était un film vraiment passionnant. Et là c'est la même chose en fait, c'est que la guerre, il y a peut-être 2 cartons au début du film pour resituer le contexte, pour expliquer quels sont les enjeux, mais ensuite on va jamais voir des plans d'état-major en mode il faut contre-attaquer, la stratégie, enfin comme on en voit dans beaucoup de films de guerre. Non, là on va suivre des personnages isolés, donc il va utiliser habilement en fait les éléments, c'est-à-dire l'air avec les aviateurs, la mer avec les bateaux et le sol avec les soldats qui sont donc bloqués sur la plage, et il va expliquer à travers plusieurs points de vue les enjeux et qu'est-ce que c'est survivre et qu'est-ce que c'est être encerclé par l'ennemi, enfin moi personnellement c'est la première fois que je me sens vraiment pourchassé par un ennemi dans un film de guerre de cette façon-là en fait. Et oui, non, vas-y, je crois que Nolan disait justement que c'était une expérience de réalité virtuelle mais sans casque, et en voyant le film c'est vraiment ça, je trouve. On est vraiment surtout au niveau du son, il y a vraiment un travail assez exceptionnel sur le son. Et c'est vraiment ce côté-là qui donne ce que tu disais, le côté vraiment immersif. D'ailleurs, si vous avez la possibilité, voyez-le dans les meilleures conditions possibles en termes d'image et de son. C'est vrai que l'autre jour, moi, c'était limite, j'enlevais mes chaussures pour virer le sable au début, tellement on a l'impression que le sable nous saute à la figure dans les premières scènes. Et c'est justement, Johan, tu étais le premier parmi nous à l'avoir vu. Je suis le premier. Plus le temps passe, plus tu aimes le film. Et tu nous disais justement, très justement, que le film dure 1h50, générique compris, et que c'est justement la durée parfaite. En fait, ça nous faisait peur au départ. C'est-à-dire que quand on pense film de guerre, on pense film épique, 2h20, 2h30 minimum, ça va être une histoire ample et tout ça. Et puis quand on a vu la durée, en plus il y avait un buzz qui commençait à être un peu négatif aux États-Unis, on se dit oula, ça se trouve il s'est complètement vautré l'ami Nolan. Et puis en fait en voyant le film qui est sous tension de la première seconde à la dernière seconde, on se dit que 2h30 sous une telle tension, ça aurait pas été possible. Et donc cette durée, elle est parfaitement justifiée. Et comme vous disiez, c'est une vraie expérience. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui disaient ne spoilez pas trop. En fait, il n'y a pas grand-chose à spoiler parce que l'opération Dynamo, on en a parlé un peu. Vous allez sur Wikipédia, vous connaîtrez un peu les tenants et les aboutissants. Mais c'est l'expérience de cinéma qu'il propose qui est vraiment dingue. Et moi, quand j'ai vu le film, je me suis dit putain, c'est quand même du bon cinéma. Et puis le lendemain, en fait, j'ai des images qui sont revenues et le jour d'après encore, et même encore aujourd'hui, ça me le fait. Et un peu comme les vagues de Dunkerque, on a l'impression qu'on a des images qui continuent à revenir et on a l'impression que le film finalement il a duré une semaine quoi. Ouais. C'est un effet assez dingue, c'est assez rare de se prendre ça en tant que spectateur, je trouve. Et d'ailleurs on a Othman rime avec Zidane, c'est effectivement bien vu, qui nous parle en fait de l'utilisation des hors-champs dans le film. C'est là que l'immersion joue à plein régime, c'est-à-dire qu'on a le son notamment des avions, en fait, on le voit dans les bandes annonces également, et en fait on suit le regard des personnages et en fait on se met dans leur position aussi parce qu'on a l'impression que les avions aussi arrivent vers nous. Et on comprend en fait. En tout cas, cette approche d'ennemis invisibles. Voilà, on parlait tout à l'heure qu'on voit pas les Allemands, avec cette espèce de menace qui vient du ciel et on sait pas. Il y a des balles des fois qui viennent, on sait pas d'où elles viennent. Et en fait, on a mis en ligne sur Allociné la préface d'un bouquin qui vient de ressortir, qui est donc un recueil de témoignages sur Dunkerque. Et en fait, la préface, c'est une interview de Christopher Nolan par l'auteur du bouquin. Et en fait, Nolan, sur 7 pages, donc je vous invite vraiment à le lire sur Allociné, explique vraiment son intention sur le film, et ce que vous lisez, c'est exactement ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire qu'il arrive à mélanger des anecdotes, des portraits de personnages, cette sensation d'être pris au piège. C'est vraiment un film dingue, je trouve. Moi, ça m'a rappelé en termes d'expérience Gravity, où en fait on en est à tel point en compassion avec le personnage, on s'arrêtait de respirer en fait quand elle a plus d'oxygène. Et là c'est la même chose, c'est qu'il y a des moments, je me rendais compte que je respirais plus tellement j'étais sous tension, et par rapport à l'ennemi, c'est vrai que tout se joue sur le son, et Nolan a pris le parti non pas de filmer la menace mais la peur en fait, et donc du coup il s'attarde sur les visages des personnages. Donc à chaque fois qu'il y a une menace, on voit la peur sur les visages, et c'est encore pire en fait, parce que là vraiment on sait ce que ça fait
de voir un avion qui arrive et on se dit on peut pas l'éviter en fait. Il nous arrive droit dessus, il y a aucune issue. Et puis en fait, quand tu dis ça, la peur ou la fatigue, en fait, on la ressent chez tout le monde, que ce soit les personnages principaux ou les figurants qu'il a fait tourner à Dunkerque, qui voilà, tous les figurants disaient que c'était un petit peu difficile, on restait en l'eau froide parce que voilà, il faisait vraiment très mauvais à cette époque-là. Et ça se voit en fait, on voit sur leur visage qu'ils les gars sont fatigués de rester toute la journée dans l'eau froide. Et c'est ce qui marche, et justement puisqu'on parle des personnages, le casting aussi, qui est à la fois impressionnant et finalement pas très clinquant, mais qui est d'une justesse assez folle. Je sais pas si ça vous a fait le même effet vous, que ce soit parce qu'en fait il y a beaucoup de, il y a des visages connus comme Tom Hardy, comme Harry Styles des One Direction, et il y a des gens qu'on découvre comme Fionn Whitehead, comme Barry Keoghan qu'on verra à la fin de l'année dans un film qui s'appelle Mise à mort du cerf sacré. On a Kenneth Branagh qui est beaucoup plus connu, on a James Darcy qui l'est un peu moins, et tout le monde est d'une justesse. Il y a pas une star en fait dans le film. Bah non, parce que il y a pas de héros déjà. En fait, il y a plus des personnages parmi les autres qui ressortent. L'avantage, c'est qu'en utilisant des jeunes acteurs, du coup, il y a le côté anonyme de ces soldats, c'est-à-dire que c'est pas les grandes stars. Et quand bien même il y a des Tom Hardy, il est tout le temps dans son avion avec l'espèce de masque oxygène. Donc en fait, on tire pas vraiment avantage de la star. Et du coup, en fait, c'est l'anonymat des personnages qui est vraiment mis en avant. D'ailleurs, la plupart des personnages n'ont pas de nom ou alors on les retient même pas en fait. Et du coup, ce mélange, on va dire amateur, même si c'est peut-être pas le mot, et star confirmée, se marie très très bien en fait. Ce qui m'a impressionné aussi par rapport par exemple à Tom Hardy où les personnages ils font passer donc les émotions et leur peur à travers surtout leur regard. Et c'est vraiment ce qui est impressionnant dans ce film-là, c'est que Nolan a réussi une direction d'acteur assez folle, parce que c'est encore plus difficile, je pense, de dire à un acteur de s'imaginer justement des ennemis invisibles, surtout quand dans les scènes aériennes. C'est pour ça que le personnage de Tom Hardy m'a le plus marqué. Parce que c'est à travers lui que j'ai ressenti le plus de sensations, on va dire. Surtout au niveau, on parle encore du son, avec les explosions, enfin les balles qui sifflent. Nous, on avait les sièges qui tremblaient tellement le son était hyper fort. C'est vraiment une expérience sensorielle assez dingue. Ouais. Tu citais le mot émotion, en fait, c'est toujours c'est quelque chose qui a beaucoup été reproché à Nolan dans son cinéma, que son cinéma manque d'émotion. Est-ce que ça a changé là? Ah oui, enfin, en ce qui me concerne, complètement. Parce que, surtout au niveau du traitement du son, au départ, je me suis dit, c'est un peu agressif, il nous met beaucoup de musique, ça nous met mal à l'aise, comme tu disais tout à l'heure, on n'est pas bien, on ressort un peu lessivé de cette expérience, mais c'est peut-être aussi justement ça, le cinéma, ce que doit être le cinéma au fond, c'est de nous sortir de notre zone de confort. Et je pense que Nolan, il est vraiment très très bien arrivé. En tout cas, moi qui étais justement, pas très fan, on va dire, de son côté j'utilise la musique à outrance pour alourdir le truc. Là, en réfléchissant sur le film, je me suis dit oui, c'est vrai, je pense que c'est ce qu'il fallait faire pour appuyer et pour nous donner l'expérience immersive la plus folle possible. Et puis la musique, c'est un peu comme ce que disait Johan par rapport aux images, c'est que la musique reste en tête parce que elle repose sur un tic-tac qui est assez angoissant. Il faut savoir d'ailleurs que c'est la montre de Christopher Nolan qui a été enregistrée et qui a servi de base. Et cette musique-là, en fait, c'est encore une fois une super partition de Hans Zimmer, qui est un habitué de Christopher Nolan, pardon, et qui arrive en fait à se réinventer à chaque fois qu'il bosse avec lui, ce qui est quand même assez dingue, alors que souvent il est un peu en pilote automatique. Oui, c'est ça, c'est qu'il aurait pu prendre un moment dans sa carrière, faire en gros Les Ailes de l'Enfer ou Rock ou Armageddon à répétition, faire des films comme ça. Et en fait, depuis qu'il a croisé le chemin de Nolan, ouais, chaque film est une symphonie, mais vraiment pile poil. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, il compose exactement ce qu'il faut pour l'image. Et là, cette idée de timer perpétuel. En gros, pour les gens qui ont vu et aimé Interstellar, comme nous, je pense, et comme moi, c'est un de mes films cultes. Ce film, c'est l'équivalent de la scène qui tourne de Interstellar, là, quand Matthew McConaughey essaye de se greffer au vaisseau, mais sur 1h50. Et avec cette espèce de tic, 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 tout le temps. Et c'est assez incroyable. Et il avait fait ça sur Inception, on va dire, en ressemblant Edith Piaf d'une autre façon. Et voilà, sur Dark Knight aussi, la partition de Dark Knight était quand même assez exceptionnelle. Et vraiment, ce que Hans Zimmer arrive à faire là, c'est vraiment fou. J'en profite juste pour dire que je vais poser mon micro et quitter l'écran, pas pour faire une sortie comme dans le dernier Fan Zone ou dans le dernier Tueur en série, je ne sais plus, mais en fait, on ne voit plus les commentaires. Ah oui. Donc je vais aller sur notre petit écran, essayer de réparer. Je reviens, je vous laisse continuer. On va essayer de meubler pendant ce temps-là. Oui,
attention, on va m'oublier, on va vérifier. Voilà, il y a encore une cascade. Non, c'est ce qu'on voulait dire justement, Johan qui parlait de Interstellar, qui parlait de Inception. C'est d'ailleurs justement il y a des gros points communs entre ces films-là et Dunkerque, parce qu'on peut se dire Nolan sort de sa zone de confort, il fait un film de guerre, mais il y a quand même, on va pas trop spoiler, mais il faut savoir qu'il y a un gros point commun entre ces films-là, c'est la notion de temps, la notion de temporalité, qui, voilà, on la retrouve dans Memento, évidemment, on la retrouve dans Inception avec les différents degrés, on l'a retrouvée dans Interstellar avec les voyages dans le temps, et là, on la retrouve dans Dunkerque, parce qu'il faut savoir que si Dunkerque est un film de guerre, c'est un film de guerre de Christopher Nolan. Oui. Où la temporalité en fait est l'un des éléments clés du film, plus que finalement le récit de guerre en fait qu'il raconte. Bah c'est ça, c'est-à-dire qu'avant le temps c'était le thème de ces films et maintenant c'est le concept. C'est-à-dire qu'en fait c'est vraiment un scénario compte à rebours. Évidemment on a dit qu'on n'allait pas spoiler, mais en fait il utilise une temporalité variée par rapport aux histoires qui font en fait ça crée un suspense mais à des degrés divers. Alors j'essaie de pas trop en dire, c'est peut-être pas très clair. Quand vous verrez le film, vous comprendrez peut-être ce que je veux dire. Et du coup, en fait, le temps par rapport aux histoires n'est jamais le même. Et surtout, avec la BO, il y a effectivement ce côté, il faut pas traîner parce que la mort est là en fait, et c'est ce qui arrive notamment au personnage on va dire, je sais pas si on peut dire principal, qui est joué par Fionn Whitehead. J'ai cru que t'allais spoiler en disant la mort rôde, d'ailleurs. Bah tiens, il y en a bah oui, il doit être... à la fin de Sixième Sens par exemple, Bruce non, Willis. rassurez-vous, je n'ai pas spoilé, mais c'est vraiment il faut trouver un moyen pour s'en sortir en fait, et c'est là où le côté survival peut effectivement être évoqué. C'est qu'en fait si ça ne marche pas, on peut pas dire bon bah tant pis, il faut trouver une autre méthode, il faut faire des alliances inattendues. Le personnage en fait ne connaît personne, il arrive sur la plage et ils ont beau être anglais, en fait il y a un côté hiérarchique, un côté toi t'es pas un grenadier donc tu peux pas être avec nous. Enfin, c'est de la survie à l'état pur, et c'est ça qui est aussi passionnant avec ce côté compte à rebours en fait. Là, on a Sidali qui nous dit: dites-moi, je n'ai pas eu la chance de le voir, vous avez aimé ou pas? Alors je pense que Clément t'a donné un gros indice. Oui, on a même adoré. Je pense que voilà, on va pas non plus mâcher les mots à ce sujet-là. On a vraiment beaucoup aimé ce film, comme on disait. C'est un film de guerre par Christopher Nolan avec beaucoup de ses thématiques et une musique assez dingue. Est-ce que on peut dire par contre que c'est le meilleur film de Christopher Nolan? Sachant qu'on les a tous vus de Following à Dunkerque. Est-ce que c'est ce qui ressort de beaucoup de critiques américaines, que c'est à la fois le meilleur film de l'année et le meilleur film de Nolan? Est-ce que c'est le cas? Je sais que Yoann, tu parles de Interstellar. Est-ce que tu restes sur Interstellar ou En fait, oui, je pense qu'il faut laisser un peu de temps peut-être pour faire maturer ça. Comme je disais, ça fait à peine une semaine et il y avait déjà des images qui revenaient. Après, j'ai vu un commentaire de Michael Vincent, Interstellar dans mon top 10 des meilleurs films de tous les temps. Je suis d'accord avec toi. Donc Interstellar pour moi est pour le moment tout en haut. C'est un peu mon 2001 Odyssée de l'espace. Mais j'attends de voir pour Dunkerque, qu'il faut voir d'ici la fin de l'année. Mais pour l'instant, c'est clairement le meilleur film de l'année pour le moment, ça c'est sûr. Et il continuera, je pense, à gravir des échelons. Ouais, je suis assez d'accord. Après, The Dark Knight, moi, c'est le film que j'ai le plus vu en salle, 5 fois. Interstellar, je pense qu'il a un côté aussi peut-être plus touchant dans le sens où il y a des thématiques, par exemple la scène où Matthew McConaughey voit les messages qu'il a manqués pendant toutes ces années, où lui ça a été des minutes mais ça a été des années ou des décennies. Il y a peut-être cette portée-là qui est encore plus touchante, qui n'est pas dans Dunkerque, mais c'est clairement dans ses meilleurs films en tout cas. Après, est-ce que c'est son meilleur? Ça dépend des personnes, ça dépend de ce qui nous touche ou pas, mais c'est clairement dans le haut du panier. Et puis là où c'est fort en fait, c'est qu'il s'attaque à un genre donc entre guillemets noble pour Hollywood, c'est-à-dire le film de guerre. On en parlait, il y a Kubrick l'a fait, Spielberg l'a fait, c'est un peu Coppola l'a fait aussi. On a l'impression que c'est un passage obligé pour un réalisateur qui se veut un auteur. Donc c'est peut-être pour ça aussi que le film est amené en fait à être marquant, c'est qu'on se dit sur un genre quand même qui a été fait, vu et revu, il arrive à marquer les esprits. C'était une question qu'on avait tout à l'heure, et en parlant de questions, je requitte le cadre parce qu'on est toujours bloqué sur les commentaires. Je vais débloquer notre écran à commentaires, je reviens. Mais c'était une question, il disait, est-ce que chaque grand réalisateur doit faire son film de guerre? Je vous laisse répondre. Oui, mais d'abord déjà, Vincent, quel est ton Nolan préféré avant de... Moi j'aime beaucoup Memento. D'accord. Ouais, je trouve que pareil, il joue avec le temps et ça m'a vraiment captivé. Mais celui-là, je pense qu'il a des grandes chances peut-être de le dépasser, parce qu'il a besoin, oui, comme dit Johan, c'est un film qui a besoin qu'on y réfléchisse pendant encore un petit bout de temps, mais c'est une expérience qui marque. Je suis étonné que personne ne parle du Prestige, qui quand même... Bon, c'est peut-être c'est celui qui a eu le moins de succès en salle, je crois.
Et qui pourtant est génial du début à la fin. Bon, après, faut aimer la magie aussi, peut-être, mais Et d'ailleurs, tu vas nous faire un tour de magie. Voilà. Alors, regardez Clément, derrière lui, Alors, Johan a disparu. Il a une plante. Et je vais faire réapparaître Johan dans un instant. Non, mais c'est un très 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 bon film dans le narrativement, parce que il nous embarque. Et en plus, voilà, il y a tout un sous-texte sur l'art, sur ce qu'on est prêt à faire pour l'art. Et voilà, je fais réapparaître Johan. Donc, répondons à la question. Alors déjà, je vois Sébastien qui nous dit Nolan, un Oscar pour l'interrogation. Ça, c'est prévu qu'on en parle dans quelques instants. Mais tout d'abord, donc la question, est-ce qu'un grand réalisateur se doit de faire son film de guerre? Pas forcément. Enfin, il y a des tas de grands réalisateurs qui ne l'ont pas fait. Marie Poiré. Oui, c'est pas celui que j'aurais cité, mais non, c'est un genre parmi les autres. Enfin, c'est comme un polar ou c'est comme une fresque, je sais pas. Je pense qu'un grand réalisateur peut faire un film de guerre, c'est pas non plus une obligation, mais on a quand même l'impression que les spectateurs, les critiques, en fait, regardent différemment un réalisateur qui s'essaye au film de guerre. Et qui d'un coup devient presque un réalisateur avec un grand R à leurs yeux, c'est assez étonnant, mais il faut que ce soit, je pense, faut qu'il y ait un événement marquant, par exemple le Soldat Ryan ou Spielberg, se servait du débarquement pour faire un film de guerre dont tout le monde connaît. Il y a aussi Kubrick et les Sentiers de la Gloire. Il y a cet événement spécial, et là Nolan disait que cet événement est très très important aux yeux des Britanniques. C'est pour ça qu'il a voulu le mettre en scène. Donc il faut qu'il y ait une substance déjà à la base pour que le réalisateur veuille s'attaquer à ça, pas faire un film de guerre sur la Seconde Guerre mondiale par exemple. En général, ça aurait pas de... Il faut qu'il y ait un événement qui puisse être cinématographique entre guillemets. Donc et je vois Othman qui nous dit mais c'est vraiment un film de guerre, donc ça on en a parlé un petit peu avant, donc je te renvoie au début quelques minutes avant. Mais non, effectivement, ce qu'on a dit, c'est que c'est un film de guerre, oui, parce que il y a un contexte de guerre, mais c'est surtout un film de Christopher Nolan qui se passe en temps de guerre. Et donc du coup, Johan, est-ce que toi tu penses qu'un grand réalisateur, s'il veut l'être, doit passer par le film de guerre? J'ai un peu l'impression quand même que ça va de Tarantino à Coppola à Michael Bay avec Pearl Harbor. Comme tu disais, c'est qu'un réalisateur gagne ses lettres de noblesse par le film de guerre, à la fois peut-être par, on va dire, la maîtrise technique de mettre en scène un objet pareil, mais il y a aussi que dans un film de guerre, il y a tout. Il y a l'action, il y a le drame, il y a le thriller, il y a le fait qu'il y ait la mort. Donc en fait, presque toutes les émotions humaines sont rassemblées dans un film de guerre qui en plus fait écho aux gens, puisque c'est souvent, on est proche du biopic en racontant soit un événement précis, soit en revisitant des personnages historiques. Donc moi j'ai l'impression que de plus en plus un grand réalisateur doit avoir un film de guerre à son actif, même si après ça peut être des dérivés du film de guerre. Je pense à, un Paul Verhoeven. Bon, certes, il a fait Black Book, mais pour moi, Starship Troopers, avant d'être un film sur des extraterrestres, est un film de guerre. James Cameron a fait Aliens, le retour, qui est un film de guerre contre les aliens. Donc c'est le genre du film de guerre est vraiment un truc très très ancré dans la réalisation hollywoodienne, je pense. Et on a Rogers qui nous cite Dr. Folamour de Kubrick, qui est aussi un film de guerre sans en être un, ce qui est vrai. Et on avait aussi une autre question qui nous disait le dernier grand film de guerre, c'est Tu ne tueras point de Mel Gibson. Effectivement, Mel Gibson est revenu sur le devant de la scène. On a l'impression que Hollywood l'a un peu pardonné parce qu'il a fait un film de guerre qui en plus était très bon. Et du coup, ce qu'on disait sur Nolan, est-ce qu'il peut prétendre aux Oscars maintenant? Parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque de Inception, à l'époque de Interstellar, à l'époque de Dark Knight même. Est-ce que mais c'était des films de genre entre guillemets. Est-ce que là maintenant, qui en plus il peut plus se cacher derrière des artifices, derrière des twists, derrière des effets de genre, est-ce que selon vous, il peut enfin prétendre à être au moins nommé aux Oscars? Moi, j'ai envie de dire, il a surtout intérêt parce que ce serait là complètement hallucinant qu'il ne le soit pas. Pour l'instant, on verra ce que nous réserve la fin de l'année. Il n'y a pas d'une concurrence forcément très forte. Les critiques sont très enthousiastes. Moi, je comprendrais pas pourquoi il serait pas nommé. Ce qui est juste dommage, après, c'est pas moi qui décide de la stratégie des films, c'est qu'il n'ait pas été présenté dans un festival qui aurait peut-être pu pousser en fait grâce à un prix. Peut-être que justement le pari du film était tellement dangereux que peut-être que la production craignait que le film ne soit peut-être pas bien reçu, donc peut-être qu'ils ont craint ça, mais je me dis s'il avait été à Venise et qu'il avait eu un prix ou voir le Lion d'Or, le Lion d'Or, peut-être que ça l'aurait mis encore plus en position de favori, mais je pense que là, comme on le dit, c'est le film de l'année, donc pour l'instant, si le film de l'année n'est pas aux Oscars, je comprends pas l'intérêt en fait.
Vous êtes d'accord? Difficulté par rapport aux Oscars, parce qu'après on sait que là, les Oscars ils ont aussi des genres bien précis. Il y a certes le film de guerre, mais on se souvient que l'année de Soldat Ryan, même si j'ai vu dans les commentaires quelqu'un qui n'aimait pas, qui disait que c'était nullissime, on ne peut pas être d'accord avec toi. C'était Shakespeare in Love qui avait gagné face à. Et donc là cette année il y a The Greatest Showman avec Hugh Jackman, qui est un film calibré pour les Oscars, c'est-à-dire histoire vraie, sentiment, chanson, comédie musicale. Donc tout est calibré pour que Greatest Showman normalement domine les Oscars, mais et j'ai rien contre ce film-là, mais pour l'instant de ce qu'on a vu avec Dunkerque, ça serait bien que Nolan soit enfin récompensé. Au fond, nommé, parce qu'on sait que sur tout ce qui est technique, à chaque fois il est nommé, et des fois il repart avec des trophées, mais là donc, il est producteur et réalisateur et scénariste. D'ailleurs, c'est le premier film qu'il a écrit seul, sans son frère. Voilà, si je pense que scénario il pourra pas être nommé, mais réalisateur et meilleur film, ce serait déjà un grand progrès. Et je pensais à ce que tu disais, oui, quand tu parlais du Soldat Ryan, en plus c'était au-delà de ça, c'est qu'en face du Soldat Ryan, l'autre favori c'était La Ligne Rouge de Terrence Malick. Et voilà, les votants ont beaucoup hésité. Il y a les Weinstein qui ont aussi assuré le coup avec Shakespeare in Love, parce que les Oscars c'est aussi du lobbying, c'est une campagne un petit peu comme pour des élections. Et des pots de vin. Parce que pour le coup, voilà, des pots de vin, et donc ça a marché. Parce que pour le coup, c'est le moins divertissant, on va dire, des Nolan. On sait pas Inception ou. Oui, c'est pour ça qu'on parlait en fait de ce côté de devenir un auteur et se faire bien voir de l'Académie grâce à ça. Et quand tu parlais de la réception, en fait, c'est la question qu'on peut se poser en fait. Est-ce qu'on a l'impression de ne pas avoir vu le même film que ce qu'on nous a vendu? C'est d'ailleurs ce que tu nous avais dit. Tu parlais de Bad Buzz tout à l'heure. Est-ce que c'est pas lié à ça? Je crois que c'est surtout le problème, et c'est pour ça aussi que même si c'est un film qui normalement ne rentre pas, on va dire, dans la catégorie fanzonienne, c'est pour ça qu'on voulait donner un coup de projecteur sur ce film, parce qu'on vous encourage vraiment à aller le voir. Et c'est vrai que le marketing, même quand on voit l'affiche derrière nous, on a l'impression que ça va être un film absolument énorme. On nous a un peu vendu le Soldat Ryan 2017, et le film c'est pas du tout ça, et donc ça va dérouter des gens. C'est vraiment un film déroutant, mais il faut vraiment le voir. Et c'est vrai que la campagne marketing a été un peu étrange, avec des bandes annonces qui, si je me souviens, ça mettait surtout en avant les quelques explosions qu'il y a dans le film, les piquets en avion, et alors que le film, voilà, on l'a dit depuis une demi-heure, c'est vraiment autre chose. Donc campagne marketing bizarre. Et puis il y a presque tous les dialogues du film dans les bandes annonces. Je pense que si on met bout à bout les dialogues du film, je pense qu'il y en a pour 5 minutes de dialogue, et après tout le reste c'est viscéral. Donc voilà, n'attendez pas un Soldat Ryan. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont être décontenancés par, comme à une époque avec Drive. Exactement. La bande-annonce de Drive vendait Fast and Furious 12, et puis ils voient Drive, ils disent wow, mais c'est un film d'auteur en fait. Et là, en fait, voilà, il risque d'y avoir le même souci, mais vous aurez à l'arrivée une énorme expérience. Est-ce que ça peut marcher selon vous, un film pareil? Parce que c'est un film qui a coûté très cher, on parle de 200 millions de dollars, parce que Nolan a voulu des vrais avions d'époque, des vrais bateaux d'époque, pour que l'immersion et le réalisme soient maximal. Moi, je pense que oui. Je suis pas certain que ça va marcher, mais je pense que ça peut marcher, et j'espère que ça peut marcher. Pardon, j'ai plus de souffle. Il est encore dans le film en fait. Il sort. Mais souvenez-vous d'Interstellar. On s'est demandé s'il arriverait à faire de l'argent avec ce film, parce que c'était quand même un film très long, assez ésotérique et tout ça, et finalement il a fait 1 milliard. Donc là, j'ai envie de te dire, non, il a fait presque 700 millions avec 700 millions, enfin, oui, bon, non, c'était. Mais c'est quand même déjà très bien, et voilà, je sais pas s'il fera 700 millions avec celui-ci, mais en plus il y a quand même l'argument Harry Styles, qui est quand même un argument qui peut attirer un jeune public, qui est très bon, et qui n'est pas mis en avant justement. On parlait du fait qu'il n'y ait pas de star. En fait, c'est pas, il arrive pas sur la musique des One Direction. Il n'est pas du tout mis en avant par un immense travelling. En fait, il passe presque inaperçu. Ouais, c'est ça, et même il est quand même très bon. Il fait des très bons débuts au cinéma. Il y a quand même, je pense qu'il y a un buzz qui est en train de se créer, un buzz positif au lieu de celui qu'on attendait, qui avait l'air négatif. Le bouche à oreille sera très important pour ce film. C'est pour ça que c'est important d'en parler. C'est important que vous alliez le voir, parce que croyez-moi, si vous voyez en DVD, vous allez perdre 50% du film. Donc vraiment, ne faites pas l'erreur. Et si vous le téléchargez, alors là, c'est encore pire. Ne le téléchargez pas. Mais voilà, ça peut marcher, mais ça dépend de vous en fait. Et du coup, pour terminer, donc Dunkerque, on va rappeler ça aujourd'hui. Romain nous demande, est-ce que la musique de Hans Zimmer est bien? Elle est très très bien. On en a parlé aussi quelques minutes plus tôt, donc tu pourras revenir sur ça. Nous, il est temps pour nous de boucler ce passage sur Dunkerque, dont on pourrait parler énormément, mais on risquerait de vous spoiler. Ce serait dommage, parce que vous perdriez beaucoup de cette expérience immersive qui est le film. Et on va passer du coup à notre deuxième sujet, donc qui est. Tu peux lâcher un dernier spoil? Bien sûr, vas-y. C'est pas un spoil, attention, je vous rassure. À la fin, je lance un débat pour un prochain fanzone. Je dis meilleur rôle de la carrière de Tom Hardy. Voilà, j'ai dit paf, je lâche le truc.
truc. Ouais, j'ai envie D'accord. d'en débattre parce que je suis pas forcément d'accord, mais en même temps, il y a tellement l'embarras du choix, donc je relève le défi. Voilà, mais on en reparlera pour un prochain fanzone, peut-être un fanzone sur Venom. Donc, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le temps qu'il le fasse, Ouais. mais voilà. Donc, du coup, on passe à notre deuxième sujet, un sujet qui est moins rigolo, même si on s'est pas spécialement marré devant Dunkerque. C'est le décès de George Romero, le réalisateur de La Nuit des Morts Vivants, à qui donc on voulait rendre hommage parce que c'est quand même un grand nom du cinéma d'horreur, au même titre qu'un Wes Craven, au même titre qu'un John Carpenter. Et il a mis son film Ah il ouais, est fanzone, ouais. Bah, on s'est dit, on va rigoler un petit peu avec malgré ça. Sacré Georges. Qu'est-ce que quand on vous dit George Romero, pour vous, qu'est-ce que ça évoque? Bah, pour moi, le premier truc que ça évoque, alors que La Nuit des Morts Vivants, on sait, a vraiment été une date importante dans l'histoire du cinéma, mais moi, c'est Zombie. Ouais, moi aussi. Voilà, je vois tout de suite, on me dit Romero, je vois un centre commercial, je vois des silhouettes qui marchent au ralenti. Je pense régulièrement, chaque fois que je vais dans un supermarché, je me dis, si les zombies attaquaient, Ouais. je pense que je choisirais ce magasin parce qu'il y a une Ouais, grille, bien il y sûr. a à boire. Et non, mais vraiment, c'est-à-dire que c'est un film début des années 80. Donc moi, je l'ai vu, je pense trop jeune, j'avais Ouais. 5 ou 6 ans, je sais pas. Mais c'est un film vraiment marquant. Et pour moi, Romero, c'est Zombie. Ouais, moi c'est pareil, c'est le premier de lui que j'ai vu et c'est peut-être aussi le plus emblématique parce que la Nuit des Morts Vivants en fait a changé le cinéma, a proposé des choses, mais Zombie c'est plus le côté pop culturel en fait. Et je pense que c'est aussi celui qui a le plus fixé les règles du zombie tel qu'on les connaît, notamment dans Walking Dead. Là où la Nuit des Morts Vivants finalement, on les appelait même pas zombies à l'époque, c'était des ghouls. Et du coup en fait c'est plus le côté politique et engagé qui est au cœur du film, qui est un chef-d'œuvre. Mais effectivement, Zombie, pour moi, c'est le plus culte en fait. C'est vraiment ce qui est étonnant, c'est qu'on a l'impression que les morts vivants ont été inventés par George Romero, alors que pas du tout, il y en a eu avant. Et c'est exactement ce que tu disais, ce qui est marquant dans son cinéma, au-delà de l'horreur, en fait, c'est le sous-texte politique, social qu'il y a. Il y a le racisme dans La Nuit des Morts Vivants. Il y a la société de consommation qui est visée dans Zombie. C'est en fait, c'est quelque chose qui a été repris après. Et pour vous d'ailleurs, quels sont tu parlais de Walking Dead, quels sont les enfants de George Romero en matière d'horreur justement? Moi, je voulais parler du remake de Zombie de Zack Snyder. Ah oui, exactement. C'est un film aussi qui m'a, je dirais, encore plus marqué même que celui de Romero. Mais pour appuyer ce que vous dites, c'est vrai que Romero a apporté ce côté, oui, un film qui peut paraître un peu comme une série B ou même une série Z, peut avoir vraiment un fond politique et sociétal assez important. Donc voilà. Et pour ce qui est des successeurs de Romero, ben je pense qu'on a déjà celui qui a fait qui faisait ses maquillages, Tom Savini, Ouais. qui est toujours en. C'est un remake d'ailleurs de La Nuit des Morts Ouais, Vivants ouais. qui était pas très bien, de mémoire. Il était honorable, mais oui, bon, c'était plus anecdotique, ouais. Mais en fait, ouais, les héritiers, c'est tous ceux qui ont compris que l'intéressant dans un film de zombies, certes, il y a les zombies, mais c'est qu'en fait, c'est une menace qui fait ressortir le monstre qu'il y a dans l'être humain. Et c'est pour ça d'ailleurs que Walking Dead marche, parce que là, on en a souvent parlé sur ces canapés de Walking Dead, mais on en est au point dans la série où les zombies sont presque entre guillemets anecdotiques et où en fait ce sont les monstres humains qui sont intéressants. Et Romero, en fait, dès La Nuit des Morts Vivants, avait compris ça, que quand on est dans une baraque avec une menace dehors, c'est ce qui va se passer dans la baraque qui est intéressant, et ou dans le centre commercial ou ailleurs. Donc tous les héritiers de Romero, et puis on pense aussi, je pense que tu vas en parler mieux que moi, Edgar Wright, qui avait fait Shaun of the Dead. C'est ce que Caroline soulignait justement, Voilà, et qui est aussi l'un des grands héritiers, même si lui c'est sur un aspect plus rigolo. Ouais, en fait, il avait détourné le mythe du zombie de Romero dans Shaun of the Dead, mais en même temps, c'était très respectueux. C'est-à-dire qu'il transgressait pas les règles, ou alors il le faisait pour justement les rappeler. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une scène où Shaun, qui est joué par Simon Pegg, en fait, pète un cap parce que Nick Frost, son coloc, prononce le mot zombie. Et il fait arrête, faut pas dire ce mot, c'est pas possible. C'était assez drôle de détourner les règles, mais en fait, ce qui est même amusant en fait avec Romero, c'est que c'était quelqu'un de très politiquement engagé, et l'élément qu'on cite le plus, c'est le fait d'avoir embauché un acteur afro-américain pour jouer dans La Nuit des Morts Vivants. Mais en fait, c'est un peu aussi accidentel, parce que c'est l'anecdote, c'est que en fait, il a pas du tout écrit le film en se disant je vais prendre un afro-américain. Il a juste pris le meilleur acteur qu'il avait à disposition. Il s'est trouvé que c'était un acteur afro-américain, et en fait, le film a pris malgré lui une ampleur tout autre que celle qu'il avait en tête, parce que déjà la fin en fait de La Nuit des Morts Vivants s'achève par des gens qui tuent en fait le héros
en pensant qu'il est aussi un zombie. Et donc en fait, c'est des flics qui tuent un Afro-américain. Et aussi en fait, le temps que le film sorte, c'est-à-dire qu'entre le tournage et sa sortie, il y a eu l'assassinat de Martin Luther King en fait. Et du coup, ça a complètement changé l'ampleur du film, qui est devenu un film militant, là où il l'était pas forcément, en tout cas pas de cette façon. Et c'est comme ça qu'en fait est née la réputation de Romero, mais qui après ensuite effectivement dans Zombie c'est la société de consommation, dans Le Jour des Morts Vivants c'est les militaires. Enfin c'est à chaque fois il y a toujours un angle. Et justement, autre anecdote un peu plus rigolote, ce coup-ci, c'est on parlait de Edgar Wright et de Simon Pegg. Ils font un petit caméo dans Land of the Dead, le territoire des morts, qui est sorti un petit peu après Shaun of the Dead. Et en fait, le problème, c'est que c'est là qu'on a commencé à toucher les limites de George Romero, qui en fait, étrangement, a réinventé ce genre du cinéma d'horreur, mais lui n'a pas su se réinventer au fil du temps après les 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard, dont on n'a pas parlé, qui pourtant, eux aussi, ont donné un coup de boost à ce genre-là. Mais voilà, George Romero, malheureusement, en fait, il est un peu resté figé dans ses règles et il s'en est pas sorti. Surtout que George Romero devait aussi réaliser l'adaptation cinéma de Resident Evil. Et on peut se demander est-ce que vraiment il avait les épaules pour le faire. C'était assez excitant, mais je pense qu'avec le recul, on peut se dire que Romero était peut-être en effet pas vraiment le on a bien fait d'avoir Paul Anderson à la place. Je sais pas si on a si Paul Anderson on s'est plus marré qu'a priori chez Romero, mais je vois ce que tu veux dire, effectivement. Et puis c'est aussi, c'est parce que tout à l'heure on parlait de Nolan, même s'ils font pas du tout le même genre de film, mais Nolan c'est un gars qui est en progression. Et en fait, Romero, il est un peu dans la position d'un Coppola quand il fait Apocalypse Now. C'est quand tu fais ton chef-d'œuvre trop tôt, c'est hyper compliqué après. Et du coup, Romero, après, même Le Jour des Morts Vivants que j'aime beaucoup, il y a vraiment 2-3 scènes gore vraiment dégueulasses qui m'ont marqué aussi étant jeune. Mais il était déjà plus faible que Zombie. Et puis après, il n'a fait en tout cas sur ses films de zombies, que répéter toujours la même chose en moins bien. Et son dernier en date, c'était Survival. Survival of the Dead sur une île là avec 2 familles et en fait. Pour les gens qui connaissent les Lucky Luke, il y a un épisode de Lucky Luke avec les Hotimins et les O'Hara, ceux à grand nez et ceux à grandes oreilles, et on dirait la BD Lucky Luke adaptée au monde des zombies, et c'est ridicule. Land of the Dead était pas terrible, Diary of the Dead était un peu mieux parce que ça a réinventé un peu le genre justement avec le found footage, mais en fait il a connu le sommet avec Zombie. En fait, c'est surtout ça le problème. Land of the Dead, je dirais que c'est quand même un peu son champ du signe, c'est-à-dire qu'il est revenu 20 ans après, c'était en 2004. En fait, on sent que c'est quand même un film de studio, c'était son film le plus cher. On lui a quand même imposé des trucs, notamment Simon Baker, qui, désolé pour les fans de Mentalist, est très mauvais dans le film. Par contre, il y a des bonnes choses. Il y a Dennis Hopper qui joue le méchant, qui est un espèce d'ersatz de la politique Bush de l'époque. Donc il y a quand même des choses intéressantes, mais le problème c'est qu'en fait, c'est pas un cinéaste de studio, c'est un cinéaste indépendant qui tournait à Pittsburgh, là où il est originaire. Et là, le problème c'est qu'on lui a dit, bah non, faut que tu vendes le film. Donc là, on peut pas censurer un artiste comme ça. Et je pense qu'au bout d'un moment, les acteurs qui sont, les auteurs qui sont vraiment engagés dans un truc, au bout d'un moment, l'inspiration ne vient plus. Et d'ailleurs, c'est ce qui est arrivé à tous les maîtres de l'horreur qu'on citait. Carpenter, maintenant, il ne fait plus rien. John Landis, il ne tourne plus. Dario Argento vaudrait mieux, lui, qui ne tourne plus, parce que ce qu'il fait, c'est lamentable. Donc je pense que malheureusement, ces cinéastes ont une date de péremption. Ils ont eu des très très belles décennies, mais maintenant c'est place aux autres, quoi. Voilà, si vous avez des lacunes en matière de cinéma de George Romero, on vous conseille donc La Nuit des Morts Vivants, Zombie, Le Jour des Morts Vivants également, et en plus voyez-les justement en pensant à Walking Dead, vous verrez à quel point justement la série s'est inspirée de George Romero, à quel point elle lui doit beaucoup. Il est temps pour nous de passer dans quelques instants. On va répondre à vos questions sur l'actualité. On va jouer aussi, bien évidemment, comme chaque semaine. Mais avant ça, on va parler d'un petit sujet qui, d'ailleurs, nous tient à cœur avec Clément. On va pas se cacher là-dessus. Donc, c'est l'annonce du nouveau Doctor Who. Alors oui, on parle de série, mais c'est une série comme geek et héroïque. Donc, c'est le nouveau Doctor Who, ou plutôt la nouvelle Doctor Who qui a mis son nez fan zone. Donc voilà, c'était la grosse révélation. Le 13e Docteur, ce sera une Doctoress. On peut dire que ce sera Jodie Whittaker que vous voyez sur l'écran juste derrière nous, qu'on a pu voir dans Broadchurch, dans Attack the Block avec John Boyega aussi, c'est l'un des films qu'il a révélé. Et donc, elle sera la nouvelle héroïne de Doctor Who. Ce sera la première fois qu'une femme sera l'héroïne de Doctor Who, et c'est
c'est une révolution dans la série en fait. Bah c'est ça, et tant mieux, parce que s'il y a une série qui peut se permettre de se révolutionner, c'est Doctor Who. C'est une série qui a 50 ans, donc le personnage principal, le Docteur, est un seigneur du temps de la planète Gallifrey, et en fait à chaque fois qu'il sur le Gallifrey c'était compliqué, mais oui. Oui. J'ai l'impression d'être dans Galaxy Quest là, mais vas-y, continue. J'essaierai de convaincre un jour Johan de regarder, je suis sûr qu'il sera fan. Et donc, en fait, ces personnages de la planète Gallifrey ont la possibilité, lorsqu'ils sont sur le point de mourir, de se régénérer et donc de changer d'apparence. Mais sauf qu'en fait, en 12 incarnations, ça n'a été que des hommes blancs. Bon, on ne sait pas pourquoi, enfin oui, j'ai une petite idée. Et en fait, là, le showrunner de la série, Steven Moffat, s'en va. Et donc, c'est celui qui a créé Broadchurch, qui s'appelle Chris Chibnall, qui va le remplacer. Et là, il a marqué un grand coup en prenant Jodie Whittaker, donc la première femme, qui d'ailleurs était dans Broadchurch. Donc voilà, l'univers. Il sait en plus. Voilà, il sait très bien. Sachant que dans Broadchurch, il y avait aussi David Tennant qui a joué Doctor Who et qui a peut-être eu son mot à dire dans l'histoire. C'est un petit monde qui se croise. Et voilà, je pense que les gens voulaient du changement. Alors, ça aurait très bien aussi que ce soit un acteur de couleur, je pense. Peut-être pour une prochaine fois. Mais en tout cas, voilà, c'est la première femme. Et oui, c'est une révolution pour la série. Et tant mieux, on a super hâte de voir ça. En fait. Alors, moi, justement, je connais pas du tout. Comment c'est reçu par les fans? C'est bashing ou c'est plutôt... Alors, on ne sait pas si c'est les vrais fans qui crachent dessus, mais d'ailleurs, on a Julien qui dit « Crachons sur ceux qui ont dénigré la nouvelle ». On n'ira pas dire, on n'ira pas jusque là, mais non, il y a eu beaucoup de réactions négatives, effectivement, de réactions complètement sexistes. On va pas se mentir là-dessus. Alors sachant que voilà, ce que disait Clément, c'est quand même l'histoire d'un alien qui a deux cœurs, qui a une apparence humaine et qui peut se régénérer. Si le truc qui gêne le plus les gens, c'est qu'elle devienne une femme, c'est qu'il y a vraiment un problème là-dessus. Mais globalement, la nouvelle a été quand même très bien reçue, y compris par des gens qui ne suivent pas la série. Qui ne suivent plus la série, qui vont s'y remettre, en sachant qu'en plus la saison 11 devrait servir de reboot, donc en plus je pense qu'on peut reprendre la série. Il y a juste des références qui vont peut-être échapper aux gens, mais majoritairement c'est un peu comme ce qu'ils avaient fait avec Matt Smith, où ils sont repartis de zéro, avec des petits liens avec ce qui s'est passé précédemment. Donc non, ça a été très bien reçu. Et je sais pas, vous qui justement ne connaissez pas ni ne regardez la série, est-ce que un changement comme ça pourrait vous donner envie de jeter un œil? Très honnêtement, attention à vos réponses. J'ai envie de dire, j'ai rien contre cette demoiselle, mais il m'a perdu à Planète Gallifrey. Mais non, pourquoi pas? Non, mais par contre, encore une question vraiment de néophyte, mais le changement de visage se fait au cours du dernier épisode de la même saison, c'est-à-dire qu'on passe de Peter Capaldi à elle, ou est-ce qu'il faut attendre la saison suivante pour découvrir le nouveau visage? Est-ce que ça se fait dans un même épisode? En fait, oui, ça va avoir lieu le 25 décembre. On a déjà la date, c'est-à-dire lors de l'épisode de Noël. Donc, en fait, où Peter Capaldi va se transformer en Jodie Whittaker. Donc, on verra Jodie Whittaker précisément le 25 décembre 2017 sur la BBC. Et j'espère assez vite en France. Après, en fait, l'épisode, on n'a pas encore de diffusion. Après, ça sera France 4 et la saison 11, donc la première saison de Jodie Whittaker dans le TARDIS de Doctor Who, ce sera en 2018, peut-être pour les 55 ans de la série, ou en 2019, ça va dépendre du temps qu'il leur faut pour tourner. Mais voilà, il faut savoir que elle aura une minute d'écran, minutes d'écran bientôt, ce qui est toujours le moment où chaque fois le nouveau Docteur prend ses fonctions et l'idée c'est de marquer les esprits. Il y a toujours un côté un peu décalé, un petit peu, on essaie d'imposer son style en très peu de temps. Et après voilà, c'est début, donc ce sera 2018-2019. On a hâte de voir ça, aussi bien en tant que fan, et voir comment ce sera reçu, comment la série va changer, parce que voilà, ça peut être vraiment un nouveau départ pour Doctor Who, alors que la saison 10 c'était un peu presque la saison de trop, où ça tournait à vide, donc j'espère que ça va changer. C'était la saison, on sentait qu'il n'y avait plus de conviction et que c'était un peu la fin d'une ère, donc on a envie de voir comment la 11e saison va repartir vers une autre direction. La possibilité de changer pas mal de choses, de changer pas mal de thèmes, vraiment de réinventer la série, donc on a assez hâte de voir ça. Et donc il est temps maintenant de passer à vos questions sur l'actualité. Donc bien évidemment il y a un petit décalage par rapport à l'affichage des commentaires, donc nous allons devoir trouver un sujet. Alors moi, j'avais vu des gens qui nous reprochaient de ne pas parler de Martin Landau. On peut pas parler de tout, mais voilà, évidemment on adore l'acteur Martin Landau qui nous a quittés dans la foulée de George Romero. C'est passé quasiment la même nuit, et on l'adorait dans Mission Impossible, Cosmos 1999 pour ceux qui ont grandi devant la 5. Bien sûr. C'était vraiment chouette. Et dans Ed Wood, et voilà, et Bela Lugosi dans Ed Wood qui lui avait valu un Oscar. Donc évidemment on adore Martin Landau. Et j'ai vu passer une autre remarque d'Olivier qui nous reprochait de ne pas parler des autres films de Romero hors zombies.
Et effectivement, on aime beaucoup les autres films de Romero hors zombie. Bah, qui pourtant sont moins marquants en fait. Il y a des films, on découvre que par exemple, il a fait un film qui s'appelle Bruiser en 2000. Il a fait un film qui s'appelle Martin également. Il a fait Incident de parcours. Voilà, et pourtant on les retient qui moins. n'est pas la suite de Yamakasi. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Tu fais tes fun facts en direct maintenant, je quitte l'émission. Mais qu'est-ce que c'est drôle. Et tiens, on a justement Mickaël qui nous dit que retenir de la D23. Alors beaucoup de choses, parce que la D23, donc c'était la convention spéciale Disney, c'est un peu l'équivalent du Comic-Con. Pour Disney, il y avait de l'animation, il y avait du live, il y avait du Marvel, il y avait du Star Wars. Je pense que Star Wars, c'est peut-être ce qu'on retient le plus finalement. Il n'y a pas eu d'énormes annonces, il y a eu beaucoup d'images montrées aux gens qui étaient sur place, à commencer par le teaser de Avengers 3. Le making-of de Star Wars est assez dingue. Très beau. Bah, c'est émouvant parce qu'il y a Carrie Fisher en plus qu'on voit. Et sinon, c'est vrai qu'en termes d'annonces, c'était assez pauvre. Après, voilà, nous, on vit là-dedans toute la journée. C'est vrai que c'est ce qu'on se disait encore hier, c'est que maintenant, le Comic-Con, c'est presque toute l'année. Il y a à la fois plusieurs Comic-Con, il y a la D23, mais qui vient une semaine avant le Comic-Con, et puis par ailleurs, il y a des news sur la pop culture tous les jours. Donc en fait, ça devient difficile, je pense, pour eux de garder des annonces pour ces événements. Pour moi, la grosse annonce qui suis un fan des Indestructibles et de Pixar, c'était que les Indestructibles va démarrer juste après, enfin le 2 va démarrer juste après le 1, ce qui va dire que Jack n'a pas grandi. Et ça, c'est la grande nouvelle, c'est Jack va toujours être un bébé. Et apparemment, donc, selon Brad Bird et selon Samuel Jackson, le gros du film, en fait, ça va être la famille qui découvre les pouvoirs de Jack. Et apparemment, nous-mêmes, nous savons pas énormément, on ne savait pas vraiment tout de ce qu'il a comme pouvoir. Ça va être l'un des gags du film. Et effectivement, je suis d'accord avec toi que Jack était tellement parfait en tant que tel. Ou alors ils le font ado, mais ce serait bizarre, avec ses cheveux en train de muer. On l'a déjà vu, le petit frère, on l'a déjà vu ado. Enfin, il y a eu la fille adolescente, et puis on a vu le gamin qui a 8-9 ans, Flèche. Donc là, de le garder bébé avec sa bouille et ses super pouvoirs en mode flamme, il va tout faire, ça va être énorme. Donc c'est une grande idée. Frédéric qui pose une question, laquelle Clément tu vas pouvoir répondre. La série Inhumans, donc la série Marvel sur les Inhumains, va-t-elle remplacer Agent of Shield ou les deux seront-elles diffusées en même temps? Alors non, en fait, Inhumans va être diffusé à la rentrée sur ABC. Et ensuite, Agents of Shield remplacera, parce que c'est une saison très courte, je crois qu'il n'y a que 8 épisodes. Donc en fait, Agents of Shield sera diffusé une fois que Inhumans sera terminé. Voilà. Après, faut s'attendre probablement à des crossovers ou en tout cas des références, puisque ça se situe dans le même univers. Pour l'instant, on ne sait pas du tout s'il va y avoir l'agent Coulson qui va aller à la rencontre des Inhumans. Je pense aussi que ça dépend du succès ou pas de la série Inhumans. Pour l'instant, les premières images annoncent pas non plus la série de l'année. Elles sont pas très belles, on va pas se cacher là-dessus. On va pas défoncer la série avant de l'avoir vue, mais pour l'instant, ça donne pas forcément envie. Et sachant que si vous voulez en savoir plus, on a mis en ligne sur Allociné la semaine dernière. En fait, notre correspondant américain avait pu aller sur le tournage à Hawaï, donc il a rencontré tous les différents comédiens, donc les futurs super-héros, notamment Black Bolt, c'est ça? Black Belt. Black Bolt, je vais relire mes news. Qui est un super-héros mutique, puisqu'en fait, dès qu'il parle, il détruit des planètes, donc il peut pas parler. Et tous annoncent la série la plus dingue jamais vue visuellement, ce que promet pas pour l'instant la bande-annonce. Mais c'est une série qui est tournée au format IMAX, et les 2 premiers épisodes seront en salle en IMAX. Aux États-Unis, aux États-Unis. Donc c'est aussi une espèce de rapprochement entre le cinéma et les séries qui est assez intéressant. Donc rien que pour ça, ça va être un peu une date aussi dans l'histoire des séries. Surtout que le projet Inhumain, en fait, ça devait être un film à l'époque. C'est tombé à l'eau. Vin Diesel, on n'a jamais trop su. Il tournait autour et on n'a jamais su, mais le projet de film a été annulé et est repassé en série. Et on termine. Vous êtes plusieurs à nous poser des questions sur The Witcher. Alors pour l'instant, on n'a pas beaucoup d'infos. On sait qu'il y aura une série sur Netflix adaptée des jeux vidéo, mais le projet n'avance pas. Peut-être le Comic-Con de San Diego qui se tient à partir de demain et jusqu'à dimanche inclus et que vous pourrez suivre sur Allociné tout le week-end. On sera tous sur le pied de guerre pour travailler. Peut-être qu'on aura des infos, pas forcément des premières images, mais peut-être un casting, des idées sur le scénario. Et voilà, tiens, on a justement Mickaël qui nous dit il y aura de grandes annonces au prochain Comic-Con. On espère. On espère voir les premières images du nouveau Spielberg, Ready Player One, les nouvelles images de Justice League. Il y aura toutes les séries DC, Marvel, Avengers 3. Peut-être que c'est là que le teaser qui a été diffusé la D23 va être mis en ligne. Donc voilà, ça on ne sait pas pour l'instant. Et sachant que on attendait aussi des images de Walking Dead saison 8 et en fait le panel a été annulé. On l'a appris ce matin suite, je pense, au décès du cascadeur sur le tournage. Donc en fait tous les événements autour de Walking Dead au Comic-Con sautent. D'accord, ah oui. Donc il y aura pas de Walking Dead. Ah oui, on a Julien qui nous dit peut-être le trailer de Saw 8, donc qui s'appelle Jigsaw en France. Peut-être. Pourquoi pas, ce serait le moment, parce que Comic-Con c'est aussi les films d'horreur, donc ce serait l'occasion de nous montrer le retour de Jigsaw. Est-ce qu'on peut espérer l'annonce du spin-off de Star Wars? C'est
Peut-être impossible. aussi, C'est mais quelque chose que, enfin, ils personnellement, avaient sont- promis qu'ils ouais. prendraient une décision au mois de juin. Bon, Ouais. ils ont pris la décision de virer ceux qui faisaient le spin-off Han Solo. Déjà, ça a Ouais, été c'est quelque peut-être chose. ça la décision. Mais non, ils avaient annoncé que le troisième spin-off qui devait être, selon les rumeurs, un spin-off sur Boba Fett par Josh Trank, le réalisateur des 4 Fantastiques, bah, qu'ils allaient prendre une décision. Pour l'instant, on ne sait pas trop où ça en est, quoi. Bah non, bah après je crois qu'au Comic-Con Star Wars aura vraiment une présence, on va dire mineure. Je crois que c'était surtout à la D23 qu'ils avaient misé. Peut-être que oui, peut-être que non, je sais pas. Comme tu disais, maintenant en fait le Comic-Con c'est toute l'année, donc en fait peut-être qu'ils vont juste se dire on va créer notre événement. Il y a Star Wars 8 qui arrive, Han Solo est en tournage, on va attendre un petit peu. De toute façon, on aura le temps d'attendre. Et donc, du coup, on vous donne rendez-vous dès ce week-end pour, même dès demain, en fait, Ah pour les dès news demain, ouais. sur le Comic-Con. Et on passe donc à notre grand jeu, la suite de notre jeu, la Team Fanzone versus la Team Atanaute, avec un acteur dont on a parlé tout à l'heure, puisqu'on parlait, on se disait, est-ce que Dunkerque est son meilleur rôle? Eh bien, Tom on va voir, Hardy. puisqu'on va passer en revue les films de Tom Hardy. Donc, je Mark dis bien Rylance. les films. Donc, c'est-à-dire les films de cinéma, il n'y a pas les téléfilms, ni même les séries, et on parle uniquement des films qui sont sortis en salle. Donc voilà, Dunkerque ne compte pas, puisque mais c'est le dernier film, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en compte Venom, on ne prend pas en compte Star Wars 8, puisqu'il y a une rumeur comme quoi il apparaîtrait dedans. Donc voilà, on reste jusqu'à Dunkerque maximum. Et je vous dis, on va commencer par vous. 4-3 pour l'instant, c'est ça? Il y a 4-4 pour la 4-3 Team pour- Fanzone. Pour nous, donc ouais. On va dire Dark Knight Rises. Exactement. Franck, voilà, on a Bronson, effectivement, qui est le rôle qu'il a révélé un petit peu chez nous. Inception. Inception, parfait. Frédéric qui nous dit Lawless, effectivement, donc c'était le titre original des Hommes sans loi. Mad Max. Bien sûr, Mad Max Fury Road. Théo nous dit Target, bien sûr. Mhm. Star Trek Premier Contact. C'est Nemesis. Nemesis, exactement, c'était le méchant dedans. On nous dit Legend, exactement. Rock'n'Roller. Rock'n'Rolla, bien sûr. J'ai vu passer Banpad Miggins, non. La taupe, oui, par contre. Il y a Marie-Antoinette. Bah ouais, exactement. Marie-Antoinette, Ouais. il joue dedans. On le connaissait pas à l'époque, mais il joue dedans. Ouais. Inception, c'est fait. Warrior, effectivement, très beau film, Warrior. Mhm. Voiture là tout seul. Oui. C'est quoi le Oui, titre? Locke. Oui, Merci. Locke. Voilà. Alors que Julie nous dit la soupe aux choux, et non, c'était Jacques Villeray. Ah oui, et non c'est pas, même si c'est vrai qu'il parlait pas beaucoup. Par contre, The Revenant, bah oui, bien sûr. The Revenant face à DiCaprio. Man of Steel, Je non. l'ai revu là, il y a pas longtemps, La Chute du Faucon Noir. Exactement, c'est son premier film de cinéma et il s'appelait d'ailleurs Thomas Hardy à l'époque. Il était crédité comme ça. Raphaël nous dit Tabou. Non, en fait, on prend juste les films de cinéma, donc ni les téléfilms ni les séries. Du coup, The Code par Sébastien, effectivement, c'est un de ses premiers films assez méconnus. Ça sent un peu le Wikipédia, tout ça, mais voilà. Ouais, j'ai l'impression qu'on se fait un peu entuber. Alors réfléchissons un petit peu. Oui, je suis très mauvais shooter. Alors, Camping 3 non plus, c'était Claude Brasseur. Il en manque des très très connus ou pas? Il y a pas mal de films récents, effectivement. Récents, ah. Alors que je pense que Sébastien est effectivement sur Wikipédia. Quand vient parce la que- nuit, c'est pas ça? Non. C'est Non, c'est un truc. C'est Quand vient la nuit, exactement, le film avec Mathias Schoenaerts qui bouffait Tom Hardy, c'était assez dingue. Donc on a Sébastien qui nous dit Minotaur, oui, mais ça commence à sortir de Wikipédia entre ça et The Code, mais voilà. Est-ce que vous en avez Il y a beaucoup de films récents qui n'ont pas été évoqués encore. Ah, je sèche là. Ah là là. Ah oui, le truc sur les où il joue un russe. Voilà, effectivement. Code. Non, il n'y a pas code dedans. Non. 47. Code 44. Enfant 44. Enfant 44, 44, bien Ah, joué. travail d'équipe. Voilà, et en plus, Lucie vient de le dire, Shell 44, donc c'était Enfant 44. Donc pour l'instant, l'équipe Fanzone à la main. Et on va arriver, Uncle. Non, il n'a pas joué dans The Man from Uncle, c'était Hugh Grant, peut-être. Allez, on vous laisse 5 secondes. Des hommes sont là, ça a été dit. 4, 3, 2, 1. Et non, mémoire de jeunesse non plus ne comptez pas. Donc ça fait la victoire pour la team Fanzone, donc qui mène maintenant 5-3. Donc je vous donne quelques films que nous n'avons pas évoqués. Il y a le film London Road qui n'est pas sorti en France mais qui est sorti en Angleterre avec une apparition de Johnny Depp. Attention qu'il y a aussi Amber Heard dans le film. Il y avait également un film qui s'appelle Sucker Punch mais qui n'a rien à voir avec le Sucker Punch de Zack Snyder, mais il joue dedans. Et il y avait, dans ce qui n'a pas été cité, Layer Cake avec Daniel Craig. Il a un petit rôle. J'avais un doute. Ouais. C'était toute la période en fait où Tom Hardy, on ne le connaissait pas et il a pas dans beaucoup de films.
Et il y avait également Attraction Fatale, Legion of Honor. Et Legion of Honor, là aussi où je trouve ça drôle, c'est que son personnage dans le film s'appelle Pascal Dupont. Voilà, c'est sur ces c'est sur ces beaux mots très anglais. Donc nous allons rendre l'antenne comme on dit. Merci à vous pour vos éclairages. On espère vous avoir donné envie d'aller voir Dunkerque aujourd'hui. Si jamais les séances de Dunkerque sont complètes, on vous encourage à voir Baby Driver de Edgar Wright, qui est aussi très sympa. Voilà, donc merci à vous de nous avoir suivis. Donc on vous rappelle, le Comic-Con de San Diego, c'est sur Allociné pendant tout le week-end. Nous, on se donne rendez-vous dès mardi prochain pour débriefer l'épisode 2 de la saison 7 de Game of Thrones. Puis ensuite, on se retrouve pour Fanzone comme d'habitude. Donc merci aussi à Claire, Julien et Constance en régie. Merci à la rédaction qui nous suit et nous soutient. Comme chaque semaine, on embrasse Mathilde. Et voilà, on vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne séance de Dunkerque. Et on vous dit à très vite. Salut.